Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du journal de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés dans ce journal de ce lundi 15 septembre 2025. En ce qui concerne le sommet de Doha, les chefs d'État et du gouvernement des pays arabes et islamiques participent à l'ouverture de ce sommet aujourd'hui dans la capitale qatari, Doha, et également dans l'actualité internationale. 22 Palestiniens ont été tués dans les dernières attaques de l'armée sioniste dans la bande de Gaza. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Passons au développement de ce journal avec l'ouverture du sommet conjoint qui était urgent de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, après l'attaque de l'État sioniste qui a visé des dirigeants de la résistance du Hamas au Qatar. C'était mardi dernier. Plusieurs dirigeants de plus de 70 pays des pays arabes et musulmans ont répondu présents à l'invitation du Qatar, notamment le président Guelleh qui était à la tête d'une forte délégation. Ce sommet urgent de haut niveau entend donner une réponse collective aux attaques et aux dérives excessives et aux penchants bellicistes d'Israël. Le droit international et les normes de qualité n'ont été pas respectées. Ce sommet donc prend une forme d'une tribune solennelle visant donc à adresser à Israël une mise en garde d'une tribune donc solennelle et méprisant à ces agressions indiscriminées envers les pays membres de ces deux organisations. A noter que le Qatar joue un rôle médiateur dans les négociations visant donc à mettre fin à la guerre entre Israël et le Gaza et le Hamas dans la bande de Gaza où près de 65 000 Palestiniens ont été tués depuis octobre 2023. Eh bien, le chef de l'État donc, a tenu un discours lors de ce sommet de Doha. Je vous propose de suivre la teneur de ce discours du chef de l'État, Ismaël Marguili. Avec des cœurs serrés par la douleur et une conscience qui ne connaît pas le silence face à l'injustice, nous tenons aujourd'hui non pour enregistrer une simple présence diplomatique, mais pour prononcer une parole de vérité incontestable. L'agression perfide israélienne qui a visé Doha, cette terre bénie, n'est pas seulement une attaque contre une ville, mais une agression contre chaque arabe et chaque musulman, et un défi éclatant au droit international et à notre humanité commune. Le bombardement de Doha, longtemps phare de paix, refuge pour les opprimés et voie inébranlable de la vérité, n'est pas un événement passager, mais une gifle retentissante adressée au silence international, relevant de façon éclatante la nature audacieuse du projet d'occupation israélienne qui ne reconnaît aucune souveraineté et ne se soumet à aucune loi. Aux dirigeants, nous le proclamons aujourd'hui avec clarté depuis le cœur de Doha. Quiconque bombarde une capitale arabe défie la nation tout entière. Et quiconque se tait ouvre la voie à la prochaine agression. Face à cet événement grave, la République de Djibouti déclare ce qui suit. Elle condamne avec les termes les plus forts cette agression criminelle et la considère comme un crime. Elle exige une enquête internationale immédiate afin de relever la vérité, documenter le crime et engager la responsabilité entière de l'occupation israélienne. Elle appelle à une action arabe et islamique immédiate, dépassant les simples condamnations en adoptant des mesures dissuasives, des décisions efficaces. Le moment est venu pour cette nation d'agir comme un seul corps, car notre dignité est indivisible et notre souveraineté n'est pas un sujet de débat ni de négociation. Nous devons transformer notre solidarité en action concrète pour protéger nos pays, préserver notre souveraineté et envoyer un message clair. Nos capitales ne sont pas un terrain ouvert aux violations et agressions. Chers frères, nous tendons la main pour une paix juste, mais nous n'acceptons pas que ce comportement civilisé soit interprété comme une faiblesse, notre patience soit perçue comme une reddition. Et si cela a été mal compris, que ce sommet soit un tournant rétablissant l'équilibre de la dignité et de la souveraineté. En conclusion, nous affirmons depuis cette tribune le soutien total de la République de Djibouti, dirigeants et peuples, à l'État frère de Qatar. Et nous espérons qu'un nouvel éveil arabe et islamique naîtra de cette profonde blessure. Un éveil sans hésitation ni négligence qui ne restera pas silencieux face aux violations de souveraineté. Ô Dieu,
protéger le Qatar, protéger nos pays et soutient la vérité, ses défenseurs. Eh bien, en marge de ce sommet de la Ligue arabe et des États islamiques, le président Guelleh s'est entretenu avec l'émir du Qatar. Le président Guelleh, c'était donc lundi à midi, cet entretien avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. C'est en marge de ce sommet arabo-islamique d'urgence qui a duré donc 2 jours et qui a ouvert ses travaux aujourd'hui. L'audience avec le président de la République et donc le maire du Qatar était donc l'occasion pour le président Guelleh d'exprimer sa solidarité et celle du gouvernement djiboutien à l'État et au peuple frère du Qatar dans le cadre de l'agression récente subie de la part de l'État d'Israël à l'origine d'une attaque menée sur son sol. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a pour sa part remercié le président et le peuple djiboutien pour leur soutien et manifestation de solidarité à l'État du Qatar dans l'atteinte récente portée par l'État d'Israël à sa souveraineté et à l'inviolabilité de son territoire. Outre ce premier volet, les relations bilatérales et les modalités de plus grande intégration économique et sociale pour la région ont été évoquées au cours de cette rencontre entre le président de la République et l'émir du Qatar. Le communiqué final donc vient de nous parvenir en ce qui concerne ce sommet arabo-islamique à Doha. Le communiqué final du sommet arabo-islamique qui s'est tenu donc aujourd'hui a condamné l'agression brutale d'Israël contre le Qatar, la considérant comme un grave obstacle à toutes les perspectives de paix dans la région. Il a dénoncé dans les termes les plus fermes l'attaque lâche et illégale menée contre l'État du Qatar, exprimant une solidarité totale avec Doha, ainsi qu'un soutien aux mesures qu'elle décidera de prendre en réponse. Le texte souligne que l'agression contre un lieu neutre de médiation compromet les processus de paix internationaux tout en saluant la posture civilisée et sage du Qatar dans la gestion de cette attaque perfide. Le communiqué a réaffirmé le rejet catégorique de toute tentative visant donc à justifier l'agression israélienne contre Doha, ainsi que des menaces répétées de cibler à nouveau le Qatar. Il a renouvelé son appui aux efforts de médiation entrepris par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis pour mettre fin à l'agression contre Gaza, rappelant que cette attaque avait précisément donc pour objectif de saper ces initiatives. Le communiqué a affirmé que l'agression israélienne contre le Qatar, ajoutée aux crimes continus de génocide, de purification ethnique et du blocus, hypothèque toute chance de parvenir à une paix durable dans la région. Le communiqué a également rejeté toute tentative de légitimer l'agression israélienne, qualifiée de violation flagrante du droit international et de tentative manifeste de torpiller les efforts de cessation des hostilités à Gaza et d'empêcher donc l'émergence d'une solution politique juste. Ce sommet donc a salué également l'adoption d'une vision commune de la sécurité et de la coopération dans la région, insistant sur l'importance de la sécurité collective, de la fin de l'occupation, de l'établissement d'un État palestinien sur les frontières du 4 juin 1967, ainsi que la dénucléarisation du Moyen-Orient et de l'élimination de toute arme de destruction massive. Le communiqué appelle en outre la communauté internationale à agir d'urgence pour mettre fin les agressions israéliennes répétées contre les pays de la région, avertissant les conséquences graves de la poursuite des attaques contre le Qatar et Gaza, ainsi que des violations en Cisjordanie, en Syrie, au Liban et en Iran. Les dirigeants ont réaffirmé leur soutien aux efforts du Qatar, de l'Égypte, des États-Unis pour mettre fin à cette agression contre Gaza, soulignant le rôle constructif et largement apprécié du Qatar dans la médiation et la consolidation de la sécurité régionale. Enfin, le sommet donc a appelé la mise en œuvre effective des mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre les responsables des crimes commis dans les territoires palestiniens occupés. Fin de communiqué final en ce qui concerne le sommet arabo-islamique qui s'est tenu cet après-midi à Doha, dans la capitale du Qatar.
Autre actualité de ce 22h à Djibouti, avec le renforcement des capacités de l'Office djiboutien de la voirie, l'OVD, le ministre de l'Intérieur qui a présidé une réunion de travail stratégique, M. Ednouh a présidé donc cette importante réunion de travail consacrée pour les opérations de l'Office djiboutien, l'OVD. Eh bien, cette séance de travail s'est tenue en présence des sous-préfets de la ville de Djibouti ainsi que des cadres techniques de l'OVD. Et elle s'inscrit donc dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour améliorer durablement les infrastructures. Également dans l'actualité avec le centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Un nouvel élan pour la jeunesse entrepreneuriale sous le haut patronage de Mme Mariam Hamadou, ministre de l'économie numérique et de l'innovation. C'est tenu donc à Aïla Hotel, le start-up Djibouti, où des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs du secteur privé étaient présents. Lancé en mai 2024, Startup Djibouti a mobilisé plus de 325 candidatures connu et a connu un fort impact sur les réseaux sociaux, 10 millions de vues sur Facebook, 2 millions sur Twitter et 100 000 sur LinkedIn. Parmi les projets présentés, Warsama bâtir l'IKE de l'Afrique de l'Est, Simone et Halimo avec l'alimentation saine pour bébés africains, Moubarak avec les capteurs pour mieux vivre avec le diabète, Bilan avec le mode durable à partir des textiles recyclés, Abdelkader Waïs les drones médicaux pour sauver des vies, Asli et Abdi pour les mobilités abordables pour tous et enfin Yarob pour connecter villages et quartiers au réseau Wi-Fi. Ces initiatives qui illustrent la créativité, le courage, l'impact concret des jeunes entrepreneurs djiboutiens. Cette journée a été également marquée par la signature d'un MAU entre le CLE et la Chambre de commerce pour soutenir l'entrepreneuriat local. La ministre a pour sa part donné les instructions d'effectuer sans délai les actions nécessaires pour débloquer les voies actuellement inaccessibles, réhabiliter donc. La jeunesse a créé des solutions innovantes. On image donc le MOU qui a été signé entre la Chambre de commerce et le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat pour soutenir les jeunes djiboutiens dans la création des métiers. Le directeur général du centre du leadership s'est exprimé. Avant lui, il y avait la représentante de la Banque mondiale. Voici ses propos. Plaisir de célébrer pour la Banque mondiale donc des réalisations concrètes, en particulier en faveur de la jeunesse de Djibouti. Aujourd'hui, honneur à l'entrepreneuriat, qui est une pièce maîtresse dans l'agenda de développement et de croissance de Djibouti et de l'appui du groupe de la Banque mondiale. À l'entame de mes propos, je tiens tout d'abord à féliciter le ministère de l'économie numérique et de l'innovation, à travers sa ministre, chère Mariam, ainsi que le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, le CLE, et l'ensemble de l'équipe pour le travail remarquable accompli à ce jour aux côtés des jeunes entrepreneurs, en mettant à leur service une expertise digitale, un accompagnement et une vision. Le programme Startup Djibouti que nous célébrons ce matin, qui vise à soutenir l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, illustre bien la transformation de l'écosystème des startups à Djibouti. Ce programme s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, initié par le gouvernement et financièrement soutenu par le groupe de la Banque mondiale. Lancé en 2018 par un financement de 15 millions de dollars, ce projet a permis l'opérationnalisation du CLE, aujourd'hui Agence nationale de référence pour l'entrepreneuriat à Djibouti. Les résultats majeurs incluent le renforcement institutionnel du CLE. J'aimerais profiter également de cette occasion qui nous réunit ce matin pour remercier l'Union européenne, représentée ici par le chef de la coopération, dont le concours financier permet la tenue de cet événement aujourd'hui, mais également reconnaître l'engagement financier de l'Union européenne dans l'entrepreneuriat en tant que partenaire du ministère de l'économie numérique et de l'innovation, partenaire de la Banque mondiale.
Prenons la parole également. Le directeur général du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat a précisé que Startup Djibouti n'a pas seulement créé des entreprises, elle a créé des leaders. Ce programme montre que lorsque l'État, partenaires et entrepreneurs travaillent main dans la main, tout devient possible. Écoutons ces propos. C'est un jour important parce que depuis le début de cette ambition, de cette aventure, là aujourd'hui, il y aura des personnes qui vont vous présenter leurs projets. Il y a des personnes qui vont aujourd'hui présenter leurs projets et je vous demanderai faire preuve d'empathie. Ce n'est pas un exercice facile ce qu'ils vont faire aujourd'hui. C'est Startup Djibouti, c'est une ambition, c'est une innovation dans la méthode, dans les moyens qu'on a mis. Et grâce au leadership de notre ministre, ce programme aujourd'hui est possible. Donc ce que vous allez voir devant vous, ce sont des vies transformées, des rêves assumés, des trajectoires qui, je l'espère et je suis sincère, vont changer la vie de certaines personnes et vont changer Djibouti. Donc depuis le lancement de cette ambition, on ne s'attendait pas aux chiffres et à l'impact qu'on a eu. Des millions de vues sur les réseaux sociaux, ce qui montre l'intérêt de ce projet, l'intérêt de ce programme à nous-mêmes, on ne s'y attendait pas. C'est bien sûr des financements, plus de 200 000 $ de financement. Ces 8 startups que nous allons voir aujourd'hui ont eu un financement de 50 000 $. Et ça, je tiens à remercier Madame la Ministre qui nous a donné les moyens et à la Banque mondiale qui nous a également appuyés. C'est des jeunes qui ont reçu un financement, mais le plus important, je dirais, ce n'est pas le financement. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce financement. Et le plus important, c'est l'accompagnement. Ça, c'est primordial. Eh bien, la ministre de l'économie numérique et de l'innovation, qui a également pris la parole, a indiqué dans ses propos que le financement est important, mais l'accompagnement change tout. Startup Djibouti a prouvé, a-t-elle martelé, qu'avec du soutien et de la confiance, nos jeunes peuvent rivaliser avec les meilleurs. Voici les propos de la ministre. C'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ces démos des Startup Djibouti. Ce moment n'est pas seulement la conclusion d'un programme, c'est le début d'un mouvement, d'une transformation, d'une vision nouvelle pour notre pays. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui demeure le premier soutien des entrepreneurs de notre pays. Ce soutien s'est entre autres manifesté par sa présence lors du lancement des travaux d'élaboration des Startup Act. Depuis le lancement des Startup Djibouti, nous avions vu émerger une énergie nouvelle. Plus de 300 jeunes ont osé candidater, ont osé rêver, osé innover et proposer des projets. C'est le signe qu'une génération entière est prête à prendre en main son avenir. Je vais vous dire, à vous entrepreneurs, je vous vois, je crois en vous, je sais que vous êtes capables de grandes choses. Oui, entreprendre est difficile. Oui, le chemin est parfois semé d'embûches, mais ce programme a prouvé que vous avez en vous la créativité, la résilience et l'audace nécessaires pour réussir. Permettez-moi de partager une image qui symbolise parfaitement ce que nous vivons aujourd'hui. Djibouti est un pays petit par sa taille, mais sous nos eaux passent plus d'une dizaine de câbles sous-marins qui connectent l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe. Ils transportent l'information, la connaissance, l'innovation. Ils montrent que Djibouti, malgré sa petite taille, est une porte d'entrée vers le monde. Nos jeunes entrepreneurs sont aussi des connecteurs. Ils relient Djibouti au monde, ils font circuler des idées, ils créent des ponts, ils ouvrent des horizons. Ce qui se crée ici peut voyager loin et ce qui se crée ailleurs peut enrichir notre terre. C'est là l'esprit des startups Djibouti. Et notre équipe de reporters ont pu recueillir les réactions des participants. Écoutons. Je suis le fondateur de la start-up Dalmar.
Dalmar, c'est une start-up qui veut dynamiser le tourisme à Djibouti en Afrique de l'Est. Elle permet de mettre en évidence nos richesses naturelles, mais aussi d'aider les professionnels du tourisme à pouvoir avoir une visibilité sur Internet, à vendre facilement et à recevoir ensuite le paiement pour les services. Aujourd'hui, nous sommes à la journée de Demo Day du programme Startup Djibouti. Startup Djibouti, c'est un programme d'incubation et d'accélération qui a vu la première cohorte incubée durant toute une année où nous avons été accompagnés par d'experts de tout horizon. C'est un programme du CLI pour pouvoir faire émerger des startups de classe mondiale. Et donc, ce programme a été un programme qui nous a permis de nous soutenir tant au niveau du business, tant au niveau du marketing. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette 9e édition du Forum de la jeunesse sino-africain, inauguré à Pékin, comme d'habitude, par le vice-ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la République populaire de Chine. Placé sous le thème « Investir dans la jeunesse de qualité », la jeunesse djiboutienne a été également a brillamment pris part à cette 9e édition du Forum de la jeunesse sino-africaine, un événement qui est un rendez-vous important pour la coopération sino-africaine. Retour à Djibouti, où le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des personnes handicapées, M. Douale Saïd Mahmoud, a reçu ce matin à son bureau Mme Zahra Jalidi, conseillère régionale de l'UNICEF en matière d'inclusion pour une visite de travail. La rencontre qui s'inscrit dans les cadres du renforcement de cette coopération entre l'ANPH et l'UNICEF en vue de promouvoir une meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap dans les politiques publiques, notamment dans les domaines de l'éducation, la santé et la protection sociale. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement commun à faire progresser les droits des personnes handicapées conformément aux conventions internationales. Le colonel Waïs Omar Bokorri, commandant de la garde-côte, le colonel Ahmed Dahir Jama, commandant de la marine nationale, ont tous deux accueilli au Condoralé de la garde-côte djiboutienne une importante délégation conduite par le général de brigade, Paul Kaouria, directeur de la force africaine en attente. Cette organisation régionale chargée de promouvoir la paix et la sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est. Une visite qui s'inscrit dans les cadres des préparatifs de l'exercice de postes de commandement maritime pour renforcer la sécurité et la sûreté maritime qui se déroulera à partir du 1er octobre prochain. Un exercice qui représente une étape clé pour renforcer la coopération régionale, améliorer la coordination opérationnelle et renforcer la capacité collective des États membres de cette organisation. Visite, ces délégations ont pu découvrir en détail les différents sites du Condoralé qui accueillera cet exercice. Ils ont été guidés à travers les installations opérationnelles de ce centre de commandement et des zones logistiques permettant ainsi d'apprécier la préparation et l'organisation mis en place. La délégation a également échangé avec le personnel de la garde-côte qui a présenté également les capacités techniques et les moyens déployés pour assurer les bons déroulements des manœuvres. Eh bien, en bref et sans images, avec ce communiqué du consulat général de Djibouti à Dire Dawa, le consul général de Djibouti à Dire Dawa porte la connaissance de l'opinion publique qu'une jeune fille répondant du nom de Oubah Nasreddin Mahmoud. Oubah Nasreddin Mahmoud a été retrouvée par la police éthiopienne à la gare de Dire Dawa. Le consul général qui avait immédiatement lancé des recherches informe qu'il a
finalement localisé la jeune fille dans le quartier de Malgachitou avant de prendre en charge. Elle se trouve désormais sous la protection du consulat général de Djibouti à Diri-Dawa. La jeune fille dont la famille réside à Djibouti en face de la gendarmerie Brigade Nord est la fille de M. Nasreddin Mahmoud et de Mme Nouria Ahmed Abdrouzar. Les parents ou tout membre proche de cette famille sont priés de prendre contact sans délai avec le consul général M. Moussa Hadjidjama au numéro suivant. Je cite le 00251 93 564 78 49. Je reprends le numéro le 00251 93 564 78 49. Et en nouvelles du monde, je vous le disais en titre, dans la bande de Gaza, 22 Palestiniens ont été tués dans les dernières 24 heures par des attaques de l'État sioniste. Ces frappes ont visé des civils à Dar al-Balah, dans la ville de Gaza et à Rafah. Au moins 22 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés lors de ces frappes et tirs de l'armée sioniste. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.